Ce territoire-là, comme vous voyez, est très proche du territoire reptilien. C'est un territoire excessivement archaïque qui est né avec les premiers mammifères. La grande différence entre un reptile pur et un mammifère, c'est que le reptile pur, en fait, il a un territoire reptilien, sa devise, c'est « struggle for life ». Moi, je dois survivre, quitte à bouffer mon congénère, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas d'émotion. Avec les mammifères, ils vivent en meute, en groupe, en troupeau. Eh bien, il y a bien sûr la survie individuelle que chacun doit assurer, mais il y a la survie du groupe. Et en fait, le territoire paléolimbique, c'est ce territoire qui gère la hiérarchie du groupe avec ce qu'on appelle souvent les mâles dominants et puis des plus soumis. Et donc, quand vous avez un grand triangle avec une forme de hiérarchie, vous avez des traits soumis, des traits dominants et entre les deux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un bébé loup, un bébé, peu importe, un chat, un chien, peu importe, naît, au début, il est protégé par sa maman ou son papa, peu importe. Et puis petit à petit, rapidement, il va se frotter aux autres. Il va se frotter aux autres, il va commencer à sortir des jupes de sa mère pour aller voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite, pour aller sur le territoire de l'autre, pour manger l'os de l'autre, etc. Et donc, il se passe un phénomène qu'on appelle le positionnement grégaire. C'est que, en fait, et c'est naturel, ce petit, eh bien, il doit trouver son positionnement dans la hiérarchie. Et donc, il va essayer de grandir dans ce qu'on appellerait la dominance. Il va essayer de dominer de plus en plus, jusqu'au moment où il reçoit un bon croc d'un des loups, peu importe, ou d'un autre chien pour dire ici, touche pas à mon os, et là, il va se sentir plus soumis. Et donc, rapidement, va s'installer un positionnement grégaire de l'individu par rapport au troupeau. Et c'est ce qu'on appelle cette échelle de dominance-soumission. Et ça donne quoi chez les humains? Et là, c'est vraiment important pour l'éducation des enfants, etc. C'est que, en fait, lorsqu'on éduque un enfant, il ne s'agit pas d'en faire un dominant, ni un soumis. C'est-à-dire qu'il ne doit pas écraser les autres, mais pas se faire écraser. Et en fait, sur une échelle de plus 5 à moins 5, on a chacun, pendant les premières années de sa vie, on se positionne. Et c'est pour ça qu'un enfant, lorsqu'il naît, eh bien, il est naturel que cet enfant essaye de voir jusqu'où il peut aller. On a tous connu ça. Et ils essayent de faire des choses, des bêtises, etc. Et si, bien sûr, on admire tout ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans ce territoire paléolimbique? Mais ici, c'est moi qui décide. C'est moi le chef, c'est la toute-puissance, c'est les enfants rois. Eh bien, ça se crée dans le paléolimbique. Et en fait, c'est pour ça qu'il est très très important de comprendre ce phénomène, parce que ce territoire-là, il a deux caractéristiques. Il n'est absolument pas intelligent, il n'a pas de mémoire, et il n'est pas courageux. Et on va voir à quoi ça sert tout à l'heure pour gérer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse aller les choses et lorsqu'au fond, petit à petit, ce territoire s'installe parce qu'on laisse tout faire. Et donc, lui pense, et parce qu'en fait, il n'en est même pas coupable, c'est que simplement, on ne l'a pas cadré, eh bien, il va rentrer dans ce qu'on appelle la dominance. 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est la séduction, la flatterie, bon, c'est acceptable. 2, c'est les gens qui commencent à culpabiliser les autres. Quand il y a quelque chose qui se passe, et tout de suite, on cherche une victime. 3, c'est déjà le mépris. Le mépris de l'autre. 4, ça devient pathologique. C'est ce qu'on appelle, on aime la violence, qu'elle soit d'ailleurs physique ou morale. Et 5, c'est la perversité. Et dans la soumission, ça va de la peur de l'erreur à la culpabilisation, à la superstition, aux crises de panique. Et ça peut aller jusqu'à le suicide ou la mélancolie, les crises de mélancolie. Voilà. Pourquoi c'est intéressant de comprendre ça? C'est des modèles, on explique très peu souvent parce qu'on n'a pas les outils. C'est que lorsque, dans les entreprises, dans les organisations, les associations, les familles, on trouve quelqu'un qui est du type dominant. Ok. Un dominant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va plutôt manipuler, qui peut aller jusqu'au harcèlement, etc. Et donc, ces gens-là, en général, en fait, on en a peur. Et les dominants se nourrissent de la soumission des autres. Très important à comprendre. Et
Maintenant, je vais vous donner 4 règles essentielles que vous pouvez utiliser dès demain. Peut-être que ça ne va pas marcher du premier coup si vous ne suivez pas bien le protocole, mais il y en a qui l'ont fait et ça donne tout de suite des réponses. C'est que face à quelqu'un qui harcèle ou qui en tout cas fait de la manipulation, que ce soit dans un groupe ou peu importe, la première règle, la plus difficile, mais qui devient simple lorsqu'on comprend le modèle, la première règle, c'est on ne juge pas cette personne. Parce que quand on a des manipulateurs devant nous, des gens de mauvaise foi, qu'est-ce qu'on fait? On leur colle une étiquette et on dit ok, celui-là, parce qu'on croit qu'ils le font de façon consciente. Eh bien, un manipulateur paléolympique n'est absolument pas conscient de ce qu'il fait. Vous pouvez ne pas me croire, mais c'est une réalité. C'est totalement inconscient et ça fait partie de son naturel. Je vais après vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, ne pas juger. Lorsque vous ne jugez pas, vous arrivez à appliquer la deuxième règle. C'est de rester excessivement calme, excessivement neutre et factuel. Je vais prendre un exemple. Je viens chez vous et je vous dis, tiens, le rapport là pour 16 heures, je ne l'ai pas vu sur mon bureau. Je ne sais pas si vous... Le rapport là pour 16 heures, je n'ai pas vu sur mon bureau. Vous voyez un peu, qu'est-ce que j'essaye de faire en faisant ça? De la mettre sur un petit strapontin et en fait de la soumettre. Et là, si vous me dites, ah mais je n'ai pas eu le temps. Comment le temps? Ah, et il vous est donné pourquoi le temps? Et moi je vais m'amuser. Mais c'est inconscient. Ça fait partie de ma façon de faire. Et donc, c'est pour ça que la deuxième règle, c'est rester très factuel. Je refais le coup et je réponds à votre place. J'ai pas vu le bureau, sur mon bureau, là, à 16 heures, j'ai pas vu le rapport. Et puis vous me répondez du tac au tac, en effet, je ne vous l'ai pas rendu pour 16 heures. Comme ça, mais pas ironiquement, simplement, factuellement. Vous me déstabilisez complètement. Parce que c'est dans mon cerveau paléolympique qui n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent, il ne sait pas raisonner, ce cerveau-là. Vous me déstabilisez. Et là, soit je vais commencer à prendre un autre ton parce que je vais sortir de cet axe-là, soit je vais commencer à m'énerver. Mais là, je passe en mode néolymbique. Et là, je rentre dans ce qu'on appelle la gestion relationnelle du stress. C'est une toute autre manière de faire. Donc, c'est très subtil tout ça, mais c'est très, très, très puissant. Et troisième règle, alors la troisième règle qui est à appliquer, c'est que face aux manipulateurs, alors dans les entreprises, dans les organisations, etc., il faut savoir qu'un manipulateur, il ne mettra jamais les choses par écrit. Ok ? Parce que ça lui permet toujours de dire les choses autrement. Mais tu n'as pas compris, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais enfin, c'est pas du tout ça qu'on a dit, etc., etc. Donc, les manipulateurs n'aiment pas mettre les choses par écrit parce que ça les coince, ok? Donc, il est important quand vous avez ça dans votre cercle, et parce que ces gens peuvent être très chouettes, attention, on n'est pas manipulateur tout le temps, ça peut être vraiment par moment. Eh bien, c'est important quand on a ça, de mettre les choses par écrit et de divulguer à 2 ou 3 personnes le compte-rendu. Et c'est pour ça que la troisième règle, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes dans ce type de situation, vous dites, donc vous avez été calme, vous avez dit les choses de façon très neutre, et puis vous sortez un document, une règle, une loi, un mail de l'époque, une convention, etc. Mais regarde, c'était écrit, et là, le paléolympique, comme il n'est pas intelligent, mais en plus il n'est pas courageux, il se fait tout petit. C'est excessivement puissant, ça marche à tous les coups. Et alors la quatrième règle, c'est le piège dans lequel il ne faut jamais tomber. Lorsque vous êtes dans ce type de relation, ne vous justifiez pas. La justification, eh bien, les gens en dominance, ils sautent là-dessus pour faire rebondir. Parce que vous justifiez, ça n'a aucun sens. Un paléolympique n'entend pas une justification. C'est pas intelligent. Il ne comprend pas. Il est dans un stade où le raisonnement n'existe pas. Comment on gère la mauvaise foi? Eh bien, je vous donne un truc là, très simple à faire. Très simple. Quand vous êtes devant quelqu'un qui a de la mauvaise foi, vous jouez au faux naïf. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous l'écoutez et vous rentrez dans son jeu, vous faites comme si vous y croyez. Et là, vous commencez à poser plein de questions. Ah mais tiens, et pourquoi? Oh, c'est vrai. Et vous posez, et depuis quand? Et pourquoi? Et en fait, à un certain moment, ces gens mêlent les pinceaux. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'émission de l'inspecteur Columbo. C'est le parfait faux naïf. Et il arrive toujours à ses solutions. C'est fabuleux. Il faut jouer au faux naïf, parce que là, en fait, pour finir, vous retournez la personne, ou alors il est de très très mauvaise foi et il nie tout. À ce moment-là, vous quittez. Il faut quitter, il ne faut pas rester. Et pas rentrer dans les justifications.